Merci d'accueillir à mes côtés Jennifer Fox. Comme d'habitude, je vais vous demander de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux et de bien vouloir lever la main si vous avez une question afin que nous puissions vous passer un micro. Please turn off your mobile phones or put it in silent mode, and if you have a question, please raise your hand so that we can give a microphone. Y a-t-il une première question à la salle, monsieur? Bonjour, félicitations pour ce film. Ma question, elle va être un peu longue. C'est une réalisatrice qui a fait que des documentaires jusqu'à présent. Et là, donc, c'est son premier film de fiction. Et pourtant, dans la mise en scène, il y a beaucoup de choses qui rappellent le documentaire, dans la voix off, dans la manière de fabriquer une entrevue, dans les faces caméra aussi. Du coup, on a un personnage qui est dans une fiction, qui essaye de défaire la sienne en décryptant ses lettres, qui sont l'origine de l'histoire, alors que la réalisatrice, pour une fois, alors qu'elle pourrait faire un documentaire, fabrique une fiction. Donc en fait, ma question, c'est pour elle, pour guérir de ce genre d'événement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut plutôt faire la fiction ou la défaire? Merci. I'm going to do my best. First of all, congratulations on the movie. And this gentleman says that you've been directing documentaries for quite some time, and this is your first feature film, right? And no, it's water, don't worry. And actually, a lot of things in the movie that we've seen today almost look like a documentary. You know, I mean, it's a fictionalized story, right? But you know, the way the camera evolves around the characters, and also the voice-over narration of the movie, and also the fact that very often some characters are talking right in the camera, looking at the spectator directly through the wall, and you know, and so on. And it is still interesting because this kind of thing, of course, as we all know, is very personal to you. So we could think that you may have wanted to actually make a documentary out of your own experience. But you chose to make a fiction, so maybe you can talk to us about that, and maybe you can explain us. This gentleman is asking actually the question: do you consider that in order for you maybe to heal, in order to go through the healing process of what you've been living and what you've been going through, did you actually need to go through the fiction way and not the documentary way? Maybe you can reflect on that. Thank you for your question. There are many questions in there. Frankly, all film is fiction, all storytelling is fiction, because even as a documentarist, you're choosing from hundreds of possible narratives to reduce to an essential narrative. So personally, I don't make a big distinction between the forms. Anybody like myself who's been making documentaries for years knows that we're creating fiction, hopefully in service of the truth. Likewise, you know, for this story, frankly, I never thought it could be a documentary. Sometimes it's hard to explain why. But first of all, there is no evidence of this event, which is, of course, the problem of child sexual abuse. It's two people in a room. But that's not the only reason. For me to really capture the past and the way memory functions, I had to create language and narrative, and how does memory function? And for me, that was a construction, a fictional construction. And there's so much we can say about that. I think all storytelling is an act to make sense of chaos. We've been doing it for thousands of years, from the time of caves. We now do it in this amazing form called filmmaking, but in a sense,
we struggle as writers and directors to make sense of a very complex world and simplify it to the point of understanding. So the film for me is an attempt to make sense of a chaotic event, transform it into art, and give it to you to grapple with. That's what we do as artists, whether or not we work in documentary or fiction. I forgot you have to translate. No, sorry, I hoped. Raconter une histoire quelque part, que ce soit une histoire vraie ou une histoire de fiction, c'est toujours entrer un peu dans la fiction, parce que lorsqu'on est en train de réaliser un documentaire, ce qu'elle a donc fait à de nombreuses reprises, lorsque l'on réalise un documentaire, on le réalise avec un point de vue, parce qu'il y a beaucoup de points de vue, beaucoup de choses différentes, beaucoup de matériaux différents, et quand bien même, par exemple, on serait en train de filmer une personne en train de parler, eh bien, on la filme selon l'endroit où on se trouve, et donc forcément c'est un point de vue, et les points de vue différents on ne les a pas. Donc quelque part, elle nous dit que ce n'est jamais réellement un documentaire absolument objectif, il y a forcément le point de vue, ne serait-ce que le point de vue du réalisateur qui vous est, entre guillemets, imposé. Donc quelque part, elle ne fait pas vraiment cette distinction pure et dure entre les œuvres de fiction et les documentaires. Donc c'est vrai que pour elle, à partir du moment où ce que l'on est en train de faire, on est en train de le faire au service de la vérité, alors c'est bon, tout est, entre guillemets, tout est documentaire, tout est fiction et tout est mélangé, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Et en ce qui concerne cette histoire particulièrement, en fait, elle a toujours considéré qu'il lui était quasiment impossible de traiter cette histoire-là sous l'angle purement du documentaire. Alors, elle aurait même, à vrai dire, elle nous dit qu'elle aurait même du mal à vous expliquer concrètement pourquoi elle pense que ce n'aurait pas été possible. Mais c'est comme ça qu'elle le ressent, en tout cas. Et encore une fois, cette histoire lui est très personnelle. Alors, pourquoi elle n'aurait pas pu en faire vraiment un documentaire pur et dur? Elle essaie quand même de donner quelques pistes. Par exemple, il n'y a pas de preuves, vraiment au sens juridique du terme. Il n'y a pas de preuves. Et c'est d'ailleurs le problème principal de toutes ces affaires d'abus sexuels envers des enfants. C'est qu'il n'y a pas de preuves. C'est vraiment ces deux personnes dans une pièce et voilà. Et donc il faut faire très attention. Alors, elle s'est évidemment posé la question, comment fonctionne la mémoire? Parce qu'il y a ça aussi. Quand on est enfant et que ce genre de choses nous arrive en tant qu'enfant, on enfouit ça quelque part. Et puis après, plus tard, ça ressort ou pas d'une manière ou d'une autre. Donc, le travail sur la mémoire, comment la mémoire fonctionne et comment cela cristallise ce genre d'événements. Mais c'est comme elle nous dit, il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait dire à propos de ce sujet avec ce genre de questions. Il y a beaucoup de choses, c'est très complexe. Raconter une histoire, c'est quelque chose que l'humanité fait depuis des milliers et des milliers d'années. C'est quelque chose que les humains faisaient en peignant dans des caves dans les temps préhistoriques, et aujourd'hui c'est quelque chose que les humains font par exemple en tournant des films, en faisant des films que l'on peut voir tous ensemble et sur lesquels on peut discuter. Elle, son travail, ce qu'elle essaye de faire, c'est tout simplement essayer de simplifier au maximum un monde qui est très très complexe et très ardu à envisager, à comprendre, à expliquer. C'est ce qu'elle essaye de faire. Elle fait des films parce qu'elle essaye de donner du sens à des événements chaotiques et du chaos, quelque part. Et c'est en tout cas la manière dont elle répond à votre question. Y a-t-il une autre question, monsieur, ici au premier rang, ensuite? Well, first of all, congratulations and thank you very much for this fantastic and very, very touching film. And good luck for the Emmys. You deserve it. It's not only a story worth telling, but it's also told in an extraordinary way, because you turn it into a story of denial and of our memories and how they can trick us and how they can be deceptive. And you do that by, for example, let some roles be played by different actors of different ages, different size. And it's a brilliant idea, I think. But considering that this is your first script and your first film as a feature film as a director, how did you come up with this very cinematic idea? What was the concept behind it? Thank you. Again, I think we have a false notion of the difference between documentary and fiction. For me, every story asks you to find a language that will express it. And as a documentarian, I followed that idea. Each of my films is very different because of it.
And here in fiction, I'm doing the same thing. First, I'm saying this needs to be fiction because that's the only language that can express a story. Then I'm saying to myself, how can I talk about what was in my mind? And emotionally that I felt so much older than the reality. And so then you come up with a very simple idea. In fact, I thought I looked older than I actually looked. And so it's a narrative. We're always, as writers and directors, solving problems to express the truth. Lastly, for me, was very important. Yes, the film is about me, but the film is about a character who is a filmmaker. So that character, how does she understand the world? How does she figure out what's true? She interviews the world. So again, I'm thinking of myself as a character and finding a solution for that. This idea came out of the understanding. One moment when I was writing the script, I realized I thought that we were a continuum, that adult me was the same person as child me. And suddenly I realized that I didn't know myself. I didn't know who that 13-year-old was. And I couldn't find her. So that's when I came up with the idea, well, how do you figure that out? You create a fantasy. I fantasized that 13-year-old self, and I asked her to speak to me. And that's how those scenes began. So it was solving basically artistic problems to express something in the service of truth, hopefully. La question portait sur le fait donc, que cette histoire assez complexe, de déni, de mémoire, de travail sur la mémoire. Comment est-ce que vous avez eu, donc la question à la réalisatrice, comment est-ce que vous avez eu toutes ces idées, notamment par exemple le fait de faire interpréter le même rôle à différents comédiens de différentes tailles, différents âges, comment vous avez réussi, parce que vous nous le rappelez fort justement, c'est son premier scénario de fiction, elle a fait beaucoup de documentaires, mais c'est son premier scénario de fiction, et comment est-ce qu'elle a réussi à trouver ce langage cinématographique propre à raconter cette histoire-là. Et Jennifer nous explique encore une fois, elle le répète, la frontière qui existe pour elle, selon elle, entre le documentaire et la fiction est une frontière qui est vraiment très très ténue. Alors, à chaque histoire qu'elle a envie de raconter, que ce soit une histoire vraie ou une histoire de fiction, elle essaye toujours de trouver quel va être le meilleur langage possible pour raconter cette histoire-là. Parce que chaque histoire a un langage qui lui est propre. Et donc voilà, elle a essayé vraiment de trouver chaque langage, un langage différent pour chaque histoire qu'elle a filmée. Et dans chacun de ces documentaires, vous pourrez peut-être le voir par la suite, chacun de ces documentaires, justement la structure cinématographique et la structure narrative de chacun de ces documentaires est très différente d'un documentaire à l'autre. Chaque film vraiment ne ressemble pas à celui d'avant ni à celui d'après. Et elle a approché ce travail de fiction exactement de la même manière. Elle a commencé à réfléchir d'abord comment je vais pouvoir raconter cette histoire-là, qui est donc très personnelle, d'une manière qui va vraiment être la meilleure manière possible. Et donc elle s'est posé la question comment est-ce que je vais pouvoir exprimer ce qu'il y a là-dedans, comment est-ce que je vais pouvoir lui donner à ces mémoires que j'ai une forme cinématographique qui va être compréhensible par tout le monde. Comment est-ce que je vais réussir, par exemple, elle nous dit que lorsqu'elle réfléchit, parce qu'elle nous dit, il me semblait, c'est ce qu'elle dit, que le moi, elle, quand elle avait 13 ans, elle la connaît parfaitement, c'est elle quand elle a 13 ans, elle comprend bien tout ce qui se passe dans sa tête, etc. Et puis elle avait presque l'impression que la vie dans son ensemble, c'est comme un continuum d'une seule traite, en fait, un peu comme dans le film Interstellar, une seule ligne, et elle a 13 ans, elle a 20 ans, elle a 40 ans, etc., c'est la même personne. Et puis en fait, elle s'est rendue compte que non, pas du tout, que la personne qu'elle était à 13 ans, non seulement c'est plus elle, mais en plus, elle ne la connaît pas. Elle ne peut pas parler avec elle, elle ne peut pas lui poser de questions. Et donc tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu enfouir en elle-même, toutes ces réactions qu'elle a eues lorsqu'elle avait 13 ans,
elle ne peut pas les comprendre. Et elle ne peut pas lui demander, à elle, à 13 ans, pourquoi. Elle ne peut pas poser de questions, elle ne peut pas demander d'explications. Donc c'est beaucoup de choses, beaucoup de thèmes qui sont venus à l'origine, la genèse de l'histoire que vous venez de voir, et ça a été effectivement très compliqué. Et encore une fois, c'est vrai qu'en tant que réalisatrice, et bien justement pour elle, c'était également très intéressant d'essayer de trouver le langage cinématographique qui va réussir à faire passer toutes ces choses finalement assez complexes en un film facile à comprendre, à voir et à appréhender. Et quelque part, en fait, pour pouvoir répondre à ces questions-là, elle nous dit qu'elle a fantasmé, elle a essayé de comprendre, d'imaginer la personne qu'elle a pu être à 13 ans. Puisqu'elle ne la connaît pas et puisqu'elle ne peut pas lui parler, elle l'a imaginé. Et c'est ça, en tout cas, le travail qu'elle a fait en tant que scénariste sur ce film, c'est d'essayer de trouver stylistiquement, artistiquement, une solution qui lui permette de pouvoir dialoguer avec son moi d'avant. J'espère que j'ai été un peu plus clair. I hope I translated correctly. Monsieur, ici. Thank you for this impressive movie. I wonder how long did you take to mount this project, and what difficulties did you encounter? And did you also have the impression that it's changing with the times, maybe it's people more open to this? Yeah, thank you for the question. I started to write the script 10 years ago. I was deep in another film, and in fact the other film was the reason I started it, because much like the character Laura Dern is playing, I never used the word sexual abuse on myself till I was 45. And I was making a film about women around the world, and I was in the film, but all of a sudden I heard so many stories that sounded like my relationship that I couldn't avoid the paradigm of sexual abuse for myself. So I had this awakening moment. And I knew I wanted to make a film because that's what I do with the things that I'm curious about. I make films. Do you want to answer in parts? No? Okay. So I decided that, along with my mother, by the way, who, when she saw that film, which has a little bit about sexual abuse in it, she wanted me to, if I didn't kill them, she wanted me to actually make a film about this story, and she pushed me to tell this story. So I started to write 10 years ago. It took me about 5 years to write the script because I was making other films. And when we started to go out to raise money, it was nearly impossible because nobody wanted at that time a film about child sexual abuse, you can imagine. However, I had some very good champions. The German ZDF Arte, the German side of Arte, came in fairly quickly. I had a very good producer who came on, Oren Moverman, who's had many films here. And I had a champion in Brian De Palma, who's a friend of mine, and who knows my documentary work. And Brian was aware of the script. And one day we were sitting having coffee, and he said, "So, who are you going to get to play yourself?" And I brought out a small list of names, and he basically, Brian's Italian and very old school. He said, "Laura Dern. She's the only one with the guts to play this role, and I'm going to call her." So out of the blue, Brian got her number from his agent, called her and pitched me to her, and then also sent her the script. And then she read it, she loved the script, and then Oren called her as well, Oren Moverman. And together, she decided to meet me, and she came onto the film before any more financing was involved.
But she came onto the film a year and a half before any money was raised in America. So everybody was turning the film down, with Laura Dern attached, with Elizabeth Debicki attached. We began to add actors, so it was a very long process because it was before Harvey Weinstein, Time's Up. So the film was actually shot, it took us 8 months to shoot it. It was shot in 2015 and 2016. It took so long to shoot because we didn't have enough money, and also Laura Dern's schedule. It was edited in 2016 and 2017. It was a very long, hard process, long story short. Ok. I apologize how long. C'est vrai, c'est vrai. La question portait sur combien de temps a duré la préparation du film. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc je vais parler vite, donc je suis désolé. Combien de temps a duré la préparation du film? Est-ce que ça a été difficile de préparer, de monter le film, de trouver les financements? Et est-ce que c'était plus facile de faire passer ce genre de projet, de financer ce genre de projet maintenant que après toutes les histoires qui se sont passées, que l'on connaît aux États-Unis? Est-ce que c'est plus facile d'en parler aux États-Unis et ailleurs? Est-ce que c'est plus facile de monter un film comme ça aujourd'hui? Et la réalisatrice me dit qu'en fait, il y a une dizaine d'années, c'est à peu près le moment où elle a commencé à se dire qu'elle allait faire ce film, à peu près une dizaine d'années. Mais il y a une dizaine d'années, elle était en train de travailler sur un film déjà, exactement comme le personnage de Laura Dern d'ailleurs dans le film. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne faisait pas. Par exemple, elle n'était pas encore réellement capable de traiter du sujet, quand même de parler du sujet de l'abus sexuel, notamment sur les enfants, à 45 ans. Et elle s'est dit, il faudrait quand même que je prenne le problème à bras le corps. Et elle ne savait pas exactement comment faire. Elle a entendu de plus en plus d'histoires autour d'elle, de personnes qui avaient justement qui disaient, eh bien moi, quand j'étais enfant, j'ai été abusée, etc. Elle en avait de plus en plus, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas toute seule. Et elle s'est dit à un moment donné que le sujet devenait de plus en plus impossible. Il devenait de plus en plus impossible pour elle d'échapper à traiter ce sujet, à parler de ce sujet. Il fallait qu'à un moment donné, elle prenne le sujet à bras le corps et qu'elle en parle. Et en fait, elle a eu un moment vraiment d'éveil. Elle s'est dit, bon là, ok, je vais parler de cette histoire-là, je vais parler de mon passé. Et la manière dont elle s'approprie un sujet, la manière dont elle explique, dont elle parle d'un sujet, c'est de faire un film. Alors encore une fois, pas un documentaire, un film de fiction, mais voilà, c'était sa mère également lui a dit il faut vraiment que tu parles de cette histoire-là. Donc bref, beaucoup de choses, un faisceau de raisons qui l'ont mené à prendre le sujet donc à bras-le-corps et à en faire un film. Mais la rédaction du scénario du film a duré 10 ans. Parce qu'elle a travaillé sur d'autres films documentaires, c'était pas forcément quelque chose de facile également de travailler sur ce film-là, donc elle travaillait le soir, elle travaillait le week-end, bref, ça a duré assez longtemps. 5 ans pour écrire le scénario. 5 ans. 5 ans pour faire le scénario a été prêt en 2008, et 10 ans pour le réaliser entre 2008 et maintenant. Et donc, elle s'est rendue compte également que lorsque le scénario était prêt, et qu'il a fallu donc il y a 10 ans, et qu'il a fallu trouver des financements pour faire le film, elle s'est rendue compte qu'en fait, trouver de l'argent, je vous rappelle, c'était à peu près en 2008, trouver de l'argent pour ce genre d'histoire-là, en 2008, c'était à peu près impossible. Personne ne voulait financer ce genre d'histoire, personne ne voulait que ce genre de film se fasse, en tout cas pas avec leur argent. C'était donc il y a 10 ans. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu beaucoup de chance, elle a rencontré des financiers qui étaient d'accord pour soutenir le projet, pas aux États-Unis, mais en Allemagne, avec la chaîne de télévision ZDF, donc Arte, la branche allemande de Arte. Et c'est eux qui étaient les premiers à venir avec une première offre de financement. Il y a également un producteur qui est venu pour soutenir le projet qui s'appelle Oren Moverman. Ceux qui sont habitués du Festival de Deauville connaissent Oren Moverman qui a déjà été récompensé ici même. Et également un ami que vous connaissez peut-être, un jeune réalisateur qui s'appelle Brian De Palma. Brian De Palma est également producteur et il se trouve que donc c'est un ami de Jennifer. Et un jour ils en parlaient, ils prenaient un café, ils en parlaient. Et puis
Brian De Palma lui dit, mais au fait, pour t'interpréter à l'écran, est-ce que tu penses à quelqu'un? Et Jennifer lui dit, oui, j'ai quelques idées, une petite shortlist d'une dizaine de noms. Et lorsqu'il a regardé la liste, il s'est tout de suite dit Laura Dern. À mon avis, c'est elle qui a les tripes pour interpréter, je vais dire un autre mot, qui a les tripes pour interpréter ce genre de personnage. Et en fait, ce qu'il a fait tout simplement, c'est qu'il a pris son téléphone, qu'il a passé un coup de fil à son agent, qu'au bout de 2-3 coups de fil, il a eu le numéro de téléphone personnel de Laura Dern, qu'il a appelé, il a discuté avec Laura Dern, et en fait, il a fait la pub de Jennifer à Laura Dern. Il a vraiment vendu le truc, ce qui a quasiment convaincu Laura Dern, et Oren Moverman a lui aussi appelé Laura Dern, ce qui a achevé de convaincre Laura Dern. Elle lui a envoyé le scénario, Laura Dern l'a lu, ça lui a beaucoup plu, et elle a voulu rencontrer Jennifer. Elles se sont rencontrées, et puis voilà, c'est comme ça que Laura Dern est arrivée sur le film. Elle est arrivée en fait un an et demi avant qu'elle puisse commencer à trouver de l'argent aux États-Unis pour faire le film. Donc c'était vraiment une des toutes premières personnes à être attachée au projet, vraiment investie dans le projet. C'était là ce dont elle nous parle, on est arrivé vers 2015. Donc c'était avant l'affaire Harvey Weinstein, c'était avant le mouvement Time's Up. Le film a été tourné entre 2015 et 2016. Ça a été assez chaotique et assez long parce que parfois il n'y avait plus assez d'argent, il fallait retrouver de l'argent, donc c'était un petit peu compliqué. Et le montage a eu lieu entre 2016 et 2017. Donc encore une fois, c'est vraiment un travail de longue haleine, un film qui a duré assez longtemps à se monter, encore une fois pour toutes les raisons que l'on vient de vous expliquer. Nous allons prendre une question, madame, juste là. Bonjour, justement quand on a une actrice qui interprète un personnage qui est soit très proche de soi, comment on fait en tant que réalisatrice pour ce qui est de la diriger? When you are working with an actress who's actually playing yourself, how does it work as a director? How do you direct such an actor? What do you tell her or not? Maybe. It's a great question. Frankly, it sounds strange, but it wasn't complicated for me in the way I think it was very complicated for Laura. First of all, as you heard, Brian cast Laura. I didn't cast her. But, I didn't cast her, but I agreed with him, of course. But was, for me, gorgeous that she doesn't look like me. So I wasn't confused at all when I looked at her that she was other than me. And she also brought a lot to the part. Laura is an actress that loves to improvise. And when she could, she would even rewrite scenes or ask me to rewrite scenes. I was rewriting on set as we were going through. Some scenes, sometimes I rewrote 10 times for her. So there was also a creative change. This is a fiction film. And our agreement when she came on was that she wasn't replicating me, but that we were creating a character that was authentic. What was really useful for me as a first-time fiction maker, working with extraordinarily talented but experienced actors, was that I knew I had an authentic center about how a scene should be played. Not in the details, but in the core. And I'll give you an example. Laura and Ellen Burstyn, who's phenomenal, and Ellen is just a fantastic actress, as is Laura. They wanted to play the mother-daughter scenes at a much angrier place. But for me, those scenes are not about anger. They're about a mother and daughter who are mature, who have gone through their anger earlier, who have worked through things, and now they're at a place where they're actually almost best friends. And so there was the scene in the kitchen, for example, that I literally had to say to Laura, no, it's not like this, it's like that.
And I had to say to Ellen, it's not like, because they wanted to shout at each other. And that's not this film. And there were many cases like that where the fact that I had an authentic truth gave me a kind of voice with very big actors that I might not have had. So it was a benefit, I believe, not so much of an obstacle, if that makes any sense. Tout d'abord, c'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. En fait, ça peut sonner de manière un peu étrange. Alors je vais dire je plutôt que elle, c'est plus simple. Donc c'est elle qui parle. Ça peut sonner un peu étrange, mais en fait pour moi ça n'a pas été si compliqué que ça. Parce que déjà il faut savoir que, notamment pour le jeu avec Laura, il faut savoir que c'est Brian qui a choisi, qui a casté Laura Dern pour m'interpréter. Et ce n'est pas moi, Lilith, c'est pas moi qui l'ai choisi directement. Ceci étant dit, bien évidemment, j'étais d'accord avec Brian De Palma, je pensais que c'était une excellente décision, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et quelque part, je pense que vous en êtes tous rendu compte, je ne ressemble pas à Laura Dern. Effectivement, c'est pas exactement les mêmes personnes, c'est pas la même taille, la même couleur de cheveux, etc., etc. Donc quelque part, de la voir évoluer sur l'écran, ça m'a permis d'établir cette distance. C'était pas, je ne voyais pas moi, je voyais elle. Et donc ça a fait en sorte que j'avais vraiment l'esprit, le cerveau détaché par ce que je voyais. Et je pense que Laura Dern est une actrice, bien sûr, une actrice que tout le monde connaît, une actrice qui a énormément de talent et qui a énormément d'années d'expérience derrière elle. Et donc forcément, elle a apporté beaucoup à l'interprétation. Elle a vraiment apporté beaucoup. C'est une comédienne qui aime beaucoup improviser sur un plateau de tournage. Et parfois, il y avait beaucoup de moments où en fait, je réécrivais des séquences sur le tournage. Je réécrivais des scènes, parfois même jusqu'à 10 fois, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment, en discutant avec elle, en ayant ses idées à elle, ses idées d'improvisation, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui, créativement parlant, était réellement gratifiant. Et c'était tout à fait formidable. On s'est vraiment mis d'accord à un moment donné, au départ du film, on s'est mis d'accord, Laura Dern et moi, quant au fait de dire Laura Dern n'est pas là pour m'imiter, vraiment pour faire... voilà. Elle n'est pas là pour ça, elle est vraiment là pour créer un personnage, en partant évidemment d'elle, mais créer un personnage qui soit le plus authentique possible. Et quelque part, elle nous dit, bien sûr, travailler avec des comédiens qui ont autant d'expérience, des comédiens qui sont aussi doués que ceux avec lesquels elle a travaillé. Elle nous parle notamment de Laura Dern, bien sûr, mais également d'Ellen Burstyn, qui est une légende du cinéma américain. De travailler avec ce genre de personnes, ça peut être intimidant lorsque l'on est en train de réaliser son premier film en tant que réalisateur. Mais, justement, elle a réussi à trouver un terrain d'entente parce que ce qui l'intéressait, elle, c'était également la recherche de la vérité, pas de la vérité exactement verbatim de ce qu'on peut dire, mais au moins de ce qu'elle a ressenti, de faire passer ce genre de choses. Et elle a un exemple à nous donner. À un moment donné, par exemple, il y a une séquence qui se passe dans une cuisine lorsque deux personnages discutent, la mère et la fille, donc Ellen Burstyn et Laura Dern. Et Ellen Burstyn et Laura Dern avaient en tête, lorsqu'elles ont vu le scénario, elles avaient en tête d'interpréter cette séquence-là de manière vraiment très colérique, très énervée, de se crier l'une à l'autre. C'est comme ça qu'elle le ressentait. Mais elle, justement, comme elle savait exactement ce qu'elle voulait faire passer, elle a aussi pu dire non, on arrête tout de suite, c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer cette scène-là. C'est pas comme ça que j'envisage. C'est peut-être très bien en tant que comédien, c'est peut-être une bonne réaction d'acteur, mais là, pour cette scène-là, c'est pas comme ça. Ce qui lui a permis de parler à un pied d'égalité avec des comédiens de cette trempe, parce qu'elle a la vérité. Donc elle a réussi à avoir une voix, à imposer sa position face à des comédiens, encore une fois, aussi légendaires que Laura Dern ou Ellen Burstyn. Nous allons prendre une autre question, et ce sera la dernière. Je vais prendre là-bas. Bonjour, c'est une question juste par rapport à la présence des deux psys, l'aide que vous avez proposée. Est-ce que c'était parce que cette projection aurait pu déclencher ou raviver des souvenirs enfouis chez certains spectateurs?
the question is about the two counselors who were there during the screening of the movie. Why did you actually choose to have two counselors in the room? Was it because you were expecting some, reaction from some part of the audience, maybe, repressed memories coming back up? Or? First of all, I just want to say that in making this film and also making a fiction film, the goal was to meet a mass audience. And by using actors, the film even by today has been already seen by millions and millions and millions of people. So I have faith in an audience to be able to see the film and deal with the emotions in the film. However, I also feel that because the film is a profound journey and is showing events in a more complex way than we've seen before, it is touching people deeper than maybe other films. And I feel a responsibility to my audience to try to offer a net, what I would call a net. In that way, unlike, in fact, the film was bought by HBO, as you all know, in Sundance, and it's why I'm here, because it's being distributed then by OCS here in France. HBO and OCS delivers to a mass audience, but we independently built a website that would have, at the minimum, a hotline number around the world. Just to say this film can trigger people, and that as a filmmaker I want to be responsible to that response. And when we do public screenings, we found not that people can't deal, but that it does raise a lot of emotions and a lot of stories come up, and that out of kindness to the audience we want to offer support if necessary. And also I think by offering support we're saying to the audience, we know that your stories may rise. Whether or not you take advantage of our counselors, we want you to take care of yourself and go out into the world with care. I think that's the message. I both trust the audience, and I also want to have, to put out a kind message, I think we have gotten an amazing response from those millions and millions of people who've seen it, and every day we have letters on social media, in the 10s and 20s and sometimes hundreds of stories of other people's abuse or the abuse of their mother or their father or their child, from lawyers, from educators, from doctors. So the film is starting the dialogue, and that was one of the many goals, which was to say the way we know child sexual abuse is actually not the truth. The truth is much more complex, that a child can love his or her abuser even though it's abuse, and that we have to start talking about the complexity and the nuance in order to help prevent and also to help survivors heal. Equally, the film is about what we all do with memory, whether it's about the trauma of death or the loss of a loved one, or divorce, or a broken home, or war. Human beings are incredibly good at denial, and I'm a great example of that. The surprise of making this film is how profound my denial has been, and how useful that denial has been to be a functioning human being. So we want to open that subject, but also say, take care of yourself. That's a very long answer. Quelque part, nous dit la réalisatrice, faire un film, c'est
lorsque j'ai fait ce film, en tout cas, j'avais comme but, ce que je voulais faire, c'était essayer de parler à un public le plus large possible. Et c'est quelque part, c'est un but qui a déjà été atteint, parce que le film que vous venez de voir, on l'a présenté, encore une fois, il est sorti aux États-Unis, on l'a présenté dans beaucoup de festivals. Il y a eu déjà, au moment où elle est en train de vous en parler, il y a déjà eu des millions et des millions de personnes qui ont vu ce film. Donc, elle a réussi à atteindre ce but, à parler à un maximum de gens possible pour pouvoir faire parler de ce problème, de ce sujet. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qu'elle n'a pas forcément peut-être au départ envisagé. Elle n'avait pas forcément envisagé qu'il y aurait un résultat parfois aussi viscéral, c'est-à-dire une réaction aussi brutale parfois en voyant le film. Certaines personnes ont réellement une réaction qui est très violente en voyant le film, parce qu'effectivement ça réveille des souvenirs pour certaines personnes, ça réveille des choses enfouies, des choses, ça réveille des choses qui vont à l'encontre d'un déni de pas mal de personnes dans les publics. Ça touche les gens peut-être de manière plus profonde que certains autres films, et en tout cas de manière un peu plus inattendue parfois. Donc elle sent, en tant que réalisatrice, elle sent quand même qu'elle a une responsabilité envers son public, envers les personnes qui voient le film. Et elle a envie de leur offrir comment on dit ça en français ? Un filet, voilà, elle a envie de leur offrir un filet. Exactement comme lorsqu'on est équilibriste sur une corde et qu'on tombe, il y a un filet qui nous rattrape. Elle a envie d'offrir ce filet. Le film, vous le savez, a été acheté par HBO aux États-Unis. Il a été montré à Sundance et il est distribué par OCS en France. Donc le film, encore une fois, va être vu. Et ils se sont, c'est vrai, posé la question, après avoir fait voir ici et là et voir les premières réponses du public, ils se sont posé la question comment est-ce qu'on peut créer ce filet pour le public. Eh bien, ils ont donc décidé de créer une hotline, donc un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour parler. Ils ont décidé de créer un site internet, encore une fois c'est thetailmovie.com, right? Yeah, thetailmovie.com. Et de cette manière-là, ils ont commencé à recevoir des lettres, des emails, des messages sur les réseaux sociaux, de plus en plus, par dizaines, par centaines parfois, des histoires, malheureusement souvent les mêmes, de personnes qui disent qu'elles ont été abusées par leurs parents parfois, enfin, vraiment des histoires assez dures. Et le message qu'elle a voulu faire passer, c'est tout simplement de dire, voilà l'histoire que vous allez voir aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez que nous, ce qu'on voudrait vraiment, l'équipe du film, la réalisatrice, ce qu'on voudrait vraiment, c'est que vous preniez soin de vous-même. On ne veut pas prendre soin de vous-même, mais on veut que vous preniez soin de vous-même. Donc on veut vous aider à prendre soin de vous-même. Voilà, c'est un message de bonté, c'est en tout cas ça qu'elle a en tête. Alors bien sûr c'est toujours difficile parce que la vérité est complexe à appréhender, mais elle voulait vraiment démarrer un dialogue. Et son film, quelque part, elle nous dit aussi, c'est un film, un des sujets principaux du film, c'est aussi le sujet de la mémoire. Comment est-ce qu'on peut exprimer les choses enfouies aussi loin dans le temps et aussi profondément dans la psyché. Il faut savoir que les êtres humains sont quand même des animaux qui sont très bons dans le déni. Et d'ailleurs, elle nous le dit, sa propre expérience personnelle en est une preuve absolument brillante quelque part, puisque son déni a marché du feu de Dieu. Pendant des décennies, c'était tellement enfoui qu'elle a réussi à fonctionner comme un être humain, enfin entre guillemets lambda, c'est-à-dire qu'elle a eu une carrière tout à fait satisfaisante, réalisatrice accomplie, avec cette histoire au fond d'elle. Donc le déni a vraiment fonctionné pendant très longtemps et de très bonne manière. Bref, voilà, tout ce genre de thème. Et la réalisatrice veut ajouter une dernière chose. To follow up actually on a couple questions, but you know, now of course I can speak quite articulately about why I did certain things in the film, but a lot of it is non-verbal, and it was always very important to me to include the sex scenes in the film. We didn't know if anybody would watch it. We didn't even know if we would make it, because those scenes were more explicit than, at least in America, we have ever seen.
We took great care with the child actress who was 11. It was shot with a body double. Isabelle Elise, who is French Canadian actress who's fantastic, was shot on a vertical bed, giving non-sexual cues. So it was just a shot like this. So we were really taking care of her. But for me, it was very important to show these scenes as radical as they are, because often what films do is they fade to black at that moment, and the audience is left to imagine what child sexual abuse looks like. However, what I wanted to show was the kind of ordinary horror of it all. It isn't rape. It is within this kind of vague belief the child or I believed I was consenting what I was incapable of consenting to. It is manipulation, but it's horrible. And it was very important to me to show that. Nevertheless, it's a very difficult scenes to watch. And knowing that people would see things they had never seen before, again, it was very important for me to see and to talk and to try to take care of the audience. So before the film came out, we did a lot of test screenings. And in this way, we developed both the website and the idea that we wanted psychologists in the room during screenings if there was a problem. Also, we began to understand how well the film could be used, not just for survivors or prevention, but also to make ordinary people who have had no contact with this understand what grooming, this term grooming, looks like, and why a child would think they were consenting, in quotes, to something that they weren't able to consent to. So we did a lot of tests in order to be able to see how we could best disseminate the film and help it to be used by the widest audience. My hope with this film is that, again, millions will see it, and it will be used by lawyers, doctors, therapists, people at home to talk and think about how they talk to their children. It will be used for educators. It will be used by hundreds of millions of people to change the dialogue and our understanding of child sexual abuse so that we can prevent it and help people who have been hurt by it. Also, one has to understand, as I have understood, that this is not an issue that just happens to little girls, of course. What has been my surprise is how many men have come up to me and said, "This is my story." That boys and adult men underreport far greater than even women underreport. So it is a universal issue, and we can even call it an epidemic. La réalisatrice voulait nous dire également qu'aujourd'hui, elle peut parler de manière claire et articulée sur tout cela. Mais pendant très longtemps, ça a été vraiment un problème qui s'est manifesté de manière non verbale. C'est vraiment le corps qui répondait. Elle nous dit, par exemple, que dans le film, elle voulait dès le départ, cela dit, qu'il y ait des scènes de sexe. Mais en même temps, des scènes de sexe qui sont évidemment très difficiles à regarder et sans aucun doute très difficiles à tourner. Donc elle s'est demandé au départ, est-ce que le public va être capable de regarder cela? Et est-ce que le public, est-ce que moi, me dit-elle, est-ce que moi je vais être capable de filmer ces scènes-là? Ça n'était pas très facile parce que c'est vraiment des scènes qui sont, encore une fois, le sujet est dur et ce sont quasiment les scènes les plus explicites sur ce sujet-là qui n'ont jamais été filmées et montrées donc aux États-Unis, par exemple. Donc il faut savoir que la comédienne a 11 ans, enfin elle avait 11 ans au moment du tournage du film. Et évidemment, il y a eu un soin énorme
qui a été apportée pendant le tournage du film pour être sûr qu'il n'y ait pas de traumatisme, qu'il n'y ait pas qu'il y ait rien de malsain sur le tournage du film. La comédienne, la jeune comédienne, a très bien compris ce qu'on attendait d'elle. Elle a très bien, il n'y avait rien de pas clair, c'était très très clair. Il y avait toute l'aide possible sur le plateau de tournage. Et il y avait notamment une doublure pour ces scènes-là. C'était filmé sur un lit vertical. Il n'y avait absolument rien de sexuel. Au contraire, les indications de jeu qu'elle donnait à la jeune comédienne n'avaient rien à voir. Par exemple, elle disait « Tiens, imagine que tu es en train de boire un truc salé, quelle tête tu ferais ?» etc. etc. Donc c'est comme ça, en fait, qu'elle a réussi à obtenir le jeu donc, de la comédienne. Et voilà. Et donc elle a choisi de faire voir ces scènes qui, bon, évidemment, une fois que tout est monté, etc., c'est beaucoup plus difficile, de manière beaucoup plus radicale. Mais elle nous dit que dans d'autres films qui traitent d'un sujet un peu équivalent, lorsqu'il y a des scènes dures comme celle-là, eh bien, tout à coup, il y a un fondu au noir. Et on laisse le spectateur imaginer la scène, ce qui parfois est 1000 fois pire. Donc c'est pas ça qu'elle voulait faire. Elle voulait simplement faire voir ce qu'elle appelle une scène d'horreur ordinaire. C'est un peu ça, voilà, c'est de l'horreur ordinaire, mais pas exactement comme une scène de viol, parce que c'est pas exactement ça non plus. C'est plutôt une scène de se dire comment est-ce qu'une petite fille peut consentir à ce genre d'acte, comment on peut dire et comment on peut penser qu'une petite fille est d'accord pour faire cela, alors même que quand on est une petite fille, on ne peut pas être d'accord, parce que c'est pas possible, on n'a pas l'expérience nécessaire pour être d'accord ou pas d'accord, on n'est pas encore suffisamment construit pour pouvoir accepter ou refuser de faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment une histoire de manipulation, une histoire glauque de manipulation et d'horreur. Donc c'est vraiment comme ça qu'elle a voulu faire ça. Mais elle sait en même temps que le fait de filmer ces scènes-là, parce qu'encore une fois c'est important, et de les mettre dans le film, elle est évidemment consciente du fait que pour les spectateurs, voir des scènes comme ça, eh bien, ça peut générer beaucoup de problèmes. Et donc, encore une fois, elle sent qu'elle a une responsabilité envers les spectateurs de les aider et de les accompagner également dans les séquelles qui peuvent survenir après la vision d'un film comme celui-là. Ils ont fait des tests, ils ont beaucoup réfléchi évidemment à tout ça, à l'équipe du film, ils ont fait des tests, ce qu'on appelle des tests screening, c'est-à-dire des projections du film en comité restreint devant un public cible, pour savoir ensuite quelles sont les réactions du public. Ça arrive très souvent, surtout aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'avoir des psychologues dans la salle pour pouvoir éventuellement aider les personnes qui en auraient besoin. Des psychologues qui, je rappelle, sont juste ici devant nous. Et également, c'est comme ça qu'elle a pu comprendre comment le film pourrait être utilisé de la meilleure manière possible. Elle nous dit que maintenant, ce qu'elle voudrait, c'est que le film soit vu par le maximum de personnes possible. Elle voudrait que le film soit vu par des médecins, par des avocats, par des personnes qui n'ont pas forcément conscience de ce qu'est la réalité de ce genre de choses. Donc tout à coup, ces personnes-là peuvent voir le film et commencer à changer un peu, commencer à adapter la manière dont elles parlent, la manière dont elles travaillent pour éradiquer ce genre de problème et débuter un dialogue. Donc, et elle voudrait également attirer l'attention sur un dernier point, le fait que ce genre de choses arrive, comme on a pu le voir dans le film, à des petites filles, ça arrive aussi à des petits garçons, et les petits garçons en question deviennent des hommes, des adultes, qui ont beaucoup de problèmes, qui ont beaucoup de mal à l'exprimer, parce que ça reste encore aujourd'hui un sujet très tabou, et voilà, donc elle espère que le film a pu créer un dialogue, entamer un dialogue nouveau, et qui pourra aider autant de personnes que possible. Cette conférence de presse est maintenant terminée.